Rebonjour à tous. Manger différemment, c'est quelque chose qui va s'imposer, qui s'impose déjà. Comment, avec quelle agriculture, avec quels nouveaux produits, avec quelles innovations, c'est le sujet de cette table ronde. Et donc je suis contente de vous présenter des interlocuteurs de très grande qualité qui ont des points de vue très différents, avec des activités très différentes. Donc je vous présente Zora Bouamra Meshmash, vous êtes chercheuse à la TSE, vous êtes directrice de recherche et vos travaux sont essentiellement consacrés à l'agriculture et à la chaîne alimentaire. Cécile Belliot, que l'on voit là par visioconférence, et elle directrice générale du groupe Bell. Alors vous savez, vous connaissez tout, Vache qui rit, Babybel, etc. Et vous avez toujours affiché des convictions en faveur d'un capitalisme responsable et vous avez engagé des grandes mutations au sein de votre entreprise pour avoir des produits très nouveaux. On va parler, il va y avoir des Babybel végétaux, si j'ai bien compris. Et vous voulez être leader du snacking sain. Nous avons à nos côtés aussi Thierry Blandinière, qui est directeur d'Invivo, qui est la deuxième coopérative agricole européenne, si j'ai bien compris. Et vous êtes en train de lancer un nouveau concept d'alimentation près de chez soi. Bon, vous allez nous expliquer. Et Antoine Boulet, lui, qui est président à la fois de l'Institut Bien Commun et de Bien Commun Advisory, et qui milite pour la protection de l'élevage, qui est assez pointé du doigt et donc parfois malmené. Je vais commencer par vous, Zora Bouamra. Pourquoi faut-il manger autrement? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est exactement l'empreinte carbone de l'agriculture? Car moi, j'entends des choses différentes, 17%, 30%. Alors, c'est comme tout, c'est très compliqué de savoir quels sont les critères qu'on prend. Expliquez-nous un peu comment, en mangeant, on pollue la planète. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Donc, pourquoi faut-il manger différemment ? Essentiellement pour deux raisons, pour préserver la planète, mais également pour préserver notre santé. Et pour cela, l'ensemble de la chaîne alimentaire, tout le système, de l'agriculture jusqu'au consommateur, en passant par les industriels et la grande distribution, et j'y tiens puisque nous avons aujourd'hui un acteur qui pourra nous en dire un petit peu plus, tous, on a un rôle à jouer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, pour être un petit peu plus précise sur les chiffres, puisque pour poser un petit peu le débat, donc en France, l'agriculture représente 11% des émissions de CO2. Alors quand je dis agriculture, c'est vraiment que les activités agricoles. C'est 17% en France. Et si on ajoute à cela l'utilisation d'énergie, on arrive à 19% d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce chiffre est encore augmenté si on prend en compte toute la chaîne jusqu'à la consommation et jusque donc aux déchets qui sont peut-être pas recyclés, etc. On arrive à plus de 20%. Alors il y a des chiffres qui vont jusqu'à 25%. Alors je ne pourrais pas dire combien c'est exactement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très significatif. Et que l'agriculture, par rapport au transport, etc. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc l'agriculture au sens large, c'est le deuxième secteur qui est émetteur après les transports, au coude à coude avec le bâtiment et l'industrie. Donc, il faut agir. Ceci étant dit, il y a de très grandes disparités entre les différentes productions agricoles et les différents aliments que nous mangeons. Et pour vous donner un exemple, si on considère par exemple l'impact donc en équivalent CO2 pour 100 grammes de protéines consommées, donc de protéines, donc le bœuf, la viande rouge va être 10 fois plus impactant qu'une viande de poulet, qui elle-même va être 10 fois plus impactant qu'un fruit ou un légume. D'où l'importance de bien regarder l'ensemble de la diète et d'identifier quels sont les éléments qui nous permettront de réduire notre empreinte carbone. 56% des émissions de carbone sont liées à l'élevage de ruminants, notamment essentiellement de méthane. Donc, d'un point de vue environnemental, il convient de diminuer notre consommation de viande. Juste une question, est-ce que ça produit autant de gaz à effet de serre, de méthane, l'élevage industriel et l'élevage dans les prairies? Alors c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Alors c'est pas mon domaine de spécialisation, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites là-dessus.
c'est pas évident. En fait, les systèmes d'élevage sont très différents. Hein, donc, on n'a pas que du intensif, extensif, bio, pas bio. Ce qui est important, c'est finalement... il y a deux éléments qui sont importants. C'est est-ce qu'on est sur des systèmes herbagés ou sur des systèmes non herbagés, donc qui font appel plus à de l'alimentation, hein, pour l'apport en protéines pour nourrir nos animaux. Donc, selon le mix qui est fait entre les différentes possibilités, ça dépend également de... Enfin, voilà, et donc on sait par exemple que la déforestation, hein, qui est nécessaire pour nourrir nos animaux, hein, pour fournir des céréales, cause beaucoup d'effets de serre, etc. Le soja, donc, oui. Mais si on regarde un kilo de produit fini, c'est pas si clair, parce que si je prends l'exemple du bio, par exemple, donc le bio qui a beaucoup d'intérêt, hein, écologique, notamment sur la pollution locale, hein, des eaux, etc., et de l'air, peut également avoir des effets négatifs, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, puisqu'en fait, le rendement du bio est plus faible, et donc en termes de produits finis, on peut avoir une émission qui est plus forte sur un produit bio par rapport à un produit plus conventionnel. Le type de ça peut être meilleur pour la santé et pour l'environnement local, mais pas forcément pour les gaz à effet de serre. Tout est de même. C'est ça, d'où la complexité et l'importance de bien analyser les situations et comprendre les différents équilibres et les différents antagonismes des différents systèmes. Cécile Belliot, alors vous êtes vous très engagée dans le bio parce que bon, vous avez derrière toutes vos petites portions de vaches qui rit, etc. Il y a quand même de la production laitière, il y a toute une industrie. Alors quels sont vos objectifs et comment vous changez vos méthodes de travail ou vos produits pour arriver à ces objectifs ? On n'a pas le son, 2 minutes. Vous avez ouvert votre micro ? Bon, on revient dans 2 minutes à vous. On vous zappe 2 minutes, le temps que le problème soit résolu. Et on passe à Thierry. Je suis désolée, hein, c'est vraiment le problème parfois de la visio. Sur le bio, vous qui avez derrière vous beaucoup de... Où on en est, c'est la grande revendication des écologistes et de réclamer une agriculture bio. Ça fait partie de leur thématique là, dans la campagne. Vous avez vu un certain nombre d'agriculteurs passer au bio et maintenant ils s'en retirent, ils commencent à s'en retirer. Expliquez-nous la problématique et pourquoi ce n'est pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le prix pour le consommateur. Et encore plus avec l'inflation qui est devant nous. Et donc, il faut régler l'équation entre qualité et prix. Et le bio est en train de sortir progressivement de cette équation meilleur rapport qualité. Trop cher. Voilà, trop cher. Alors, il ne faut pas opposer les systèmes agricoles. Donc, on est dans tous les systèmes agricoles et le bio, on le pousse comme les produits locaux, au travers de nos magasins de proximité, les circuits courts. Tout dépend en fait du potentiel, on va dire, local. C'est-à-dire que si localement on est capable d'être compétitif en faisant du bio, il faut faire du bio. Mais si on doit pousser des agriculteurs dans des zones où le climat ne s'y prête pas à faire du bio, c'est complètement suicidaire et inconséquent. Voilà. Et donc, en fait, il faut être intelligent. Il faut mettre de l'intelligence situationnelle derrière tout ça. Être intelligent, c'est comprendre un peu le potentiel agronomique des régions comment l'utiliser et utiliser le plein potentiel de la ferme France. L'enjeu, c'est aujourd'hui d'utiliser le plein potentiel de la ferme Europe pour produire plus, mieux et durable. Vous nous avez dit, quand on vous a interviewé, des choses passionnantes sur l'agriculture de demain qui ne va absolument pas ressembler à celle d'aujourd'hui, notamment grâce aux technologies, avec des robots qui vont être, avec des tracteurs qui vont être des robots, qui vont s'adapter au terrain, aux parcelles. Et c'est pas un rêve, c'est déjà le cas. On a toute la technologie sur la table. Maintenant, il faut qu'on arrive à changer d'échelle et à accélérer cette agriculture durable. Alors, quand on parle d'agriculture durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on peut démontrer déjà, je parle des grandes cultures, que les grandes cultures sont une solution au réchauffement climatique. Premier point, à long terme. Pourquoi ? Parce que si on rentre dans un schéma de rotation de culture, du type, sans faire trop technique, céréales, légumineuses, oléagineux, par exemple, sur 5 ans, vous régénérez les sols. Et donc, vous devenez un pli de carbone. Et ensuite, avec ce pli de carbone, vous pouvez contribuer favorablement à la chaîne alimentaire.
Reste l'engrais à gérer. L'engrais n'est pas vert, donc il faut discuter effectivement avec les principales entreprises en disant comment vous pouvez changer votre engrais pour qu'il devienne vert. C'est-à-dire que c'est ça l'enjeu. Alors ça veut dire l'hydrogène, ça veut dire l'électricité. Voilà. Et tout ça, c'est un cercle vertueux qu'il faut créer. Et avec cette agriculture, on va pouvoir être compétitif, c'est-à-dire démontrer qu'on peut effectivement apporter des nouveaux produits qui sont des solutions à la planète, qui s'engagent sur une neutralité carbone, à un prix compétitif. Le prix, c'est central. Il faut partir du prix. Le pouvoir d'achat est central. Vous disiez, le bio, c'est à peine 10% de la population qui est prêt à payer plus cher pour avoir du bio. Question, pourquoi il y a un retournement sur le bio? Parce qu'il y a on va dire qu'il y a du marketing qui est arrivé sur le bio. On s'est éloigné des bio traditionnels, militants aujourd'hui. Et peut-être que le marketing du bio a été trop loin et que le consommateur s'en est aperçu et qu'il sanctionne. C'est-à-dire, quand vous avez des grandes marques qui font du bio, par exemple, bon, pour les bio-intégristes, c'est pas du vrai bio. C'est une marque qui utilise une tendance de marché pour vendre ses produits. Je rejoins les militants qui étaient là. Donc voilà, le greenwashing, le bio-washing. Donc l'important aujourd'hui, c'est de vraiment donner du sens à tout ça. C'est-à-dire que prenez la filière laitière qui s'est engagée dans le bio à 100%. Financé. Ça, c'est subventionné par nos impôts quand même, hein, financé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se retrouve avec trop de producteurs de lait qui font du bio et on est obligé de déconvertir quelque part ces fermes en traditionnelles. Parce qu'il n'y a pas de marché en face, parce que c'est trop cher, parce que le consommateur dit finalement le bio c'est bien, mais bon, je n'ai pas les moyens. Nous, on propose du lait durable, c'est-à-dire quelque part un lait qui s'engage pour la neutralité carbone, pour régler la question, on va dire, des enjeux climatiques et participer justement à l'agriculture durable. Il s'appelle l'agriculture durable. Et aujourd'hui, c'est possible. On a je crois que plus de 1000 fermes aujourd'hui en France qui fonctionnent comme ça. On a démontré qu'on pouvait produire plus, mieux et durable, c'est-à-dire augmenter le revenu de l'agriculteur en baissant l'utilisation des intrants. Et donc, on a des chiffres, hein, on pourrait vous les donner. Hein. En gros, sur 5 ans, vous savez, l'agriculture, c'est du vivant, donc ça dépend des années. Donc sur 5 ans, sur 10 ans, c'est crédible comme statistique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, on peut augmenter le revenu de l'agriculteur de 7% et baisser l'utilisation des intrants de 33%. Ce qui est le programme Farm to Fork aujourd'hui sur la baisse des intrants qui a été lancé il y a maintenant 2 ans. Farm to Fork qu'il faudra revoir à la lumière de la crise ukrainienne, ça sera un autre sujet aujourd'hui. Oui. Donc ça y est, on a rétabli la liaison. Alors Cécile Belliot, je reprends ma question. Votre stratégie, décidément, et la transformation. Oui, alors, excusez-moi, donc pour revenir sur j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. On est désolé de cet incident. Pas de souci, ça arrive, c'est les joies du direct. Donc en tout cas, ce que je voulais partager, c'était une conviction très profonde que nous sommes à un moment pivot de l'alimentation. Et quand je parle d'alimentation, je parle bien de l'alimentation au sens large, c'est-à-dire à la fois les agriculteurs, à la fois les producteurs, à la fois le retail. C'est bien d'aller, encore une fois, de la fourche à la fourchette, comme vous l'avez dit. Et on est à un moment pivot parce qu'en fait, devant nous, il reste pas tellement de temps pour changer la trajectoire et en particulier la trajectoire climatique. Honnêtement, il nous reste quoi? Il nous reste 10 ans. Si demain, vous voulez avoir un impact majeur sur votre impact climatique, sur vos émissions carbone, le premier truc que vous devez changer, c'est la façon dont vous vous alimentez. Et il y a un consensus là-dessus. On n'est plus en train de discuter des faits. Il y a un consensus scientifique. Il y a peut-être un article que vous connaissez, qui est un article qui est sorti du Heat Lancet, qui présente ce qu'ils appellent le Planetary Health Diet, et qui présente très bien les choses. D'où vient le problème? Le problème, il vient pas des Indiens, hein, qui n'accèdent pas à la protéine animale aujourd'hui et qui n'ont pas tout ce qu'il faut aujourd'hui en termes de nutrition et de nutriments pour faire grandir leurs enfants correctement. Le problème, il vient des pays du G20, les pays riches. C'est là qu'on doit agir. Et quand on regarde les pays du G20, on sait que nous avons une obligation aujourd'hui de revoir fondamentalement la façon, 2 choses, la façon dont on se nourrit et la façon dont on opère d'un point de vue agricole. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. L'agriculture aujourd'hui, c'est le problème du climat et c'est la solution.
et une des solutions les plus importantes au climat. Si on est capable de faire basculer ce que nous essayons de faire, nous aussi, avec notamment agricole, à des pratiques que l'on appelle d'agriculture régénérative, encore une fois, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, c'est prouvé, on a la data carbone de nos fermes, on est validé, Science-Based Target, donc la data, en fait, elle existe. On sait qu'il y a des méthodes qui permettent d'avoir une agriculture qui recapte du carbone. Deuxième élément, on met quoi dans l'assiette? Et là, c'est pareil, on ne discute plus du quoi, en fait. Le quoi, il est posé. La moitié de l'assiette, ça doit être des fruits et des légumes. 15% de l'assiette, ça doit être de la protéine d'origine végétale. 15% de l'assiette, ça doit être des céréales complètes, parce qu'on a besoin. Le reste de l'assiette, donc il y a encore 10%, doit être de la matière grasse en général, voilà, la matière grasse végétale, ce qu'on a besoin pour cuisiner. Et après, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de place pour les produits laitiers. Ça ne veut pas dire ça. Il reste, et il y a un bienfait aux produits laitiers, par la protéine qu'ils apportent, par le calcium qu'ils apportent, par les nutriments qu'ils apportent. On sait qu'à un moment, ça fait partie des éléments essentiels dont on a besoin. L'important, c'est l'équilibre. Et pourquoi je pense que j'ai un rôle, moi, à jouer, c'est que si je n'aide pas mes concitoyens, 1, à être conscients de ça, 2, à trouver des marques qu'ils connaissent, dans des habitudes de consommation qu'ils connaissent, et donc d'avoir des alternatives à ce qu'ils consomment, ils ne pivoteront pas sur leur alimentation. Et donc, mon enjeu, il est là. D'où la création dans vos laboratoires de recherche de fromages qui sont en fait des produits végétaux et de manière à petit changer la mode de consommation des gens, où vous mettez aussi, je crois, des légumes, des choses comme ça dans vos aliments, dans vos portions. Absolument, donc je vais vous donner des exemples, c'est des innovations qui sont d'ores et déjà sorties sur le marché. Nous, la façon dont on se voit, on se dit que finalement, ce que j'apporte, c'est pas une portion de fromage. Babybel, c'est une portion de bien manger. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que les enfants trouvent ça formidable parce que c'est ludique, parce que c'est un rond rouge, parce que je joue avec la cire. Donc ça, c'est top parce que c'est ça qui donne envie, en fait, aux familles d'en acheter. Et à l'intérieur de ce Babybel, ce qu'il y a de formidable, c'est que je peux mettre du lait, je peux mettre d'une alternative végétale. On vient de lancer en Angleterre et aux États-Unis un Babybel 100% végétal. Et je peux aussi, et j'ai déjà commencé à travailler, je l'ai lancé sur vache qui rit, avoir des portions où je mets une partie laitière, je rajoute des légumineuses et je vais rajouter des épices ou je vais rajouter de la purée de carottes. Je sais faire aujourd'hui une vache qui rit à la carotte, où 40% de ma vache qui rit, ça sera de la purée de carottes. J'ai lancé aux États-Unis une vache qui rit dans laquelle il va y avoir des lentilles, du curry et un peu de laitier, parce que le lait, ça apporte aussi des bonnes choses. Merci. Alors, tout est une question d'équilibre. Notre quatrième intervenant, Antoine Boulet. Donc vous êtes pris de passion pour l'élevage, si j'ai bien compris. Oui, je suis pris de passion. Vous êtes d'ailleurs, vous avez passé votre enfance à la campagne, vous connaissez bien ce monde-là. Donc dites-nous, qu'est-ce qui vous alerte en ce moment dans ce qui se passe dans le monde de l'élevage et de la viande? Parce que voilà, j'ai une question. Loi climat et résilience impose un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Il faut aussi le faire dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Donc il y a une vraie demande des activistes, pas seulement, mais aussi des citoyens, de se désengager de la consommation de viande au profit de repas plus végétariens. Donc, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère, si je puis dire? Bien sûr. Non, mais l'Institut Bien Commun se saisit de sujets très divers, dont celui, effectivement, de l'agronomie. C'est le beau mot d'agronomie qui a été prononcé par Thierry Blandinière. Parce que le problème de l'ensemble de ces sujets, pas seulement de l'élevage, mais de l'agriculture en général, c'est que c'est le grand nombre d'idées reçues. Alors, j'en cite deux. Il faudrait, par exemple, 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de viande, et notamment de viande de bœuf. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il en faut 20 à 50 parce que quand les bœufs sont élevés en prairie, naturellement 95% de cette eau, ce sont des chiffres de l'INRAE, donc de l'Institut national de la recherche agronomique, c'est l'eau du cycle naturel, c'est l'eau des prairies. Deuxième exemple, l'élevage serait immanquablement un contributeur net. Je me permets de challenger au bon sens du terme. Il faut qu'on ait une discussion parce qu'on ne peut pas résumer l'élevage à l'émission de méthane
par le processus ruminant. La question de la prairie, elle est intimement liée au 4 pour 1000. Alors 4 pour 1000, c'est une expression un peu bizarre, mais je pense qu'il est très important que les gens la connaissent. Ça signifie que les sols stockent du carbone. Alors quand on dit que les sols stockent du carbone, il faut être très pédagogique pour une raison très simple. La photosynthèse, c'est le contraire de l'émission de gaz à effet de serre. Et donc la meilleure solution, alors attention, on a nos amis, et c'est super qu'ils soient là parce que ça secoue et c'est chouette, qui nous ont dit attention, bullshit, mais ils ont raison. Bullshit, parce que moi je vais vous parler de bouse de vache. Donc c'est vraiment, on ne peut pas être plus dans le bullshit, mais pas au sens dans le pipeau, au sens dans la réalité agronomique. Hein. C'est que la prairie, elle stocke du carbone. Une prairie stocke à peu près, quand elle est utilisée en élevage, 80 tonnes de CO2 à l'hectare par an. Par comparaison, un champ de céréales ou de légumineuses stocke 50 tonnes à l'hectare par an. Une vigne, 35. Donc quand on analyse l'ensemble du cycle, l'ensemble de la contribution de l'élevage aux émissions de gaz à effet de serre, il faut prendre en compte cette dimension de la prairie et des pâturages, sans compter son impact sur la biodiversité, sans compter son impact sur les paysages, bien entendu, soit dit en passant sur l'emploi, parce que derrière un champ de céréales, il y a en fait des minotiers et des péniches, pour le dire très très simplement en termes de transformation, alors que sur la viande, évidemment, il y a évidemment l'élevage qui est beaucoup plus intensif en emploi, l'abattage, l'équarrissage, la transformation primaire, la transformation secondaire, c'est toute une filière, tous des savoir-faire. Et donc, le problème de l'opposition à l'élevage, de ce point de vue-là, est multiple. C'est que l'opposition, je veux dire au sens... J'allais dire l'opposition idéologique, l'opposition, vous voyez, il faut faire revenir la science, la rationalité, la discussion, la légitimité politique comme Pascal Canfin. Donc dire non à l'élevage, on peut dire non à l'élevage parce qu'on est végane, on peut dire non à l'élevage pour des raisons idéologiques ou pour des raisons religieuses ou spirituelles, pourquoi pas, ça c'est autre chose. Mais du point de vue du réchauffement climatique, du point de vue de l'alimentation, je vous donne deux exemples. Hein. Si vous avez une alimentation qui est totalement privée de protéines animales, vous avez besoin de compléments iodés, vous avez besoin de pilules. Donc il y a rien de naturel dans une alimentation totalement privée de protéines animales. Deuxième exemple, vous ne pouvez pas, et j'en reviens à mon histoire de bullshit, vous ne pouvez pas faire de bio. Et alors là, j'ai une divergence avec Thierry Blandinière, mais l'honnêteté me doit de vous dire que je suis le représentant d'intérêt de la filière bio. Donc voilà, ça existe aussi. C'est normal que ces filières s'équipent et voilà. Sur le bio, vous ne pouvez pas faire de bio, et le bio c'est quand même bon pour la santé, si vous n'avez pas de fumier, de lisier, de purin, c'est-à-dire de déchets organiques, d'excréments d'animaux que vous élevez. Donc si vous renoncez à l'élevage, il n'y a plus d'agriculture bio. C'est pas 10%, 11%, 12%, c'est zéro. Donc, je dis juste que quand on s'attaque à ces sujets, il faut prendre en compte la globalité. Et moi, ma conviction, et c'est ce que vous disiez, Cécile Béliot, c'est que l'agriculture fait partie de la solution. Et je reviens sur le 4 pour 1000, une seconde, pour vous dire qu'on estime... Pourquoi on dit 4 pour 1000 ? Parce que je n'ai pas expliqué pourquoi. On estime que si les sols stockaient chaque année 4 pour 1000 de plus, c'est-à-dire 0,4% de plus du carbone qui stocke, je dirais, dans le fonctionnement actuel de l'agriculture, ça compenserait les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc je veux dire, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 10% de stockage de carbone en plus, on ne parle pas de 20%, 30%, on parle de 0,4%. Cette question du sol et du stockage du carbone par le sol, c'est ce qu'on appelle par exemple la couverture végétale, c'est-à-dire le fait de laisser sur les sols agricoles, de ne pas les labourer, le non-labour, et de laisser les végétaux se décomposer. C'est bon pour la microbiologie du sol, la macrobiologie du sol, c'est plus rentable pour l'agriculteur. Moi j'ai rencontré des agriculteurs extraordinaires qui disent mais moi j'utilise beaucoup mon tracteur, moi j'ai des ouvriers formidables, et là ils donnent un coup de bêche et ils montent des lombrics, d'énormes lombrics qui étaient là dans la macrobiologie du sol et qui améliorent la qualité du sol. Donc il faut ne pas être, si vous voulez, dans une sorte de millénarisme, catastrophe, on va tous mourir, l'agriculture c'est foutu, plus de viande, plus rien, à la limite arrêtons de manger, éteignons la lumière, allons crever. Non, l'agriculture fait aussi partie de la solution et c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que je voulais vous partager. Une petite réaction à cet éloge de la viande ? Je ne suis pas agronomique, mais effectivement, là, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Effectivement, il y a beaucoup d'hétérogénéité. On sait qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les émissions à gaz à effet de serre, étant donné les systèmes d'élevage, etc. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que si on mange de la viande, on va émettre du gaz à effet de serre dans tous les cas. Et ça, on ne peut pas le nier. Alors Mais c'est une question de bilan. Si on vit, on va émettre du gaz à effet de serre. Vous voyez ce que je veux dire ? La question, c'est comment on fait pour en émettre le moins possible. Voilà. Non, mais qu'il faille en manger moins.
alors, moi, je vous renvoie. Moi, c'est hyper intéressant. Non, mais attendez, c'est hyper intéressant. Attendez. Bon, Attendez, on se c'est calme, hyper intéressant. on se calme. Ouais. Non, je voudrais, c'est hyper intéressant parce que moi, je fais référence à une étude de Katia Klump et Pascal Carrère de l'INRAE. Donc, c'est pas, pour le coup, c'est des fonctionnaires. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont pas payés par je sais pas qui. Donc, quand vous dites les agronomes disent non, hyper intéressant, mais parlons, vous voyez, donner les rapports, cette question de la prairie, de la captation, cette question de la captation du carbone par les prairies et de l'impact de la prairie sur la biodiversité, par exemple, le fait de préférer la prairie à la grande culture, c'est un vrai sujet. Vous voyez, il y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas d'agressivité. On ne va pas concentrer le débat que sur la consommation de viande. Monsieur, d'accord, on a compris. Ça se discute. Je peux juste rajouter, il y a très complexe. Il y a un consensus scientifique sur le fait que la viande est plus émetteuse à effet de serre. Il y a un consensus de la santé qui dit on est flexitarien. Bon, mais il y a une demande aussi de la population et des scientifiques, donc on consomme moins de viande. Après, il y a la façon de la consommer et il y a la participation de l'élevage à la biodiversité et à beaucoup d'autres choses qui participent du bien commun. Moi, je voudrais qu'on avance un petit peu et je voudrais que vous nous expliquiez, par exemple, on parle beaucoup, avec la crise du Covid, on a vu que les émissions de CO2 ont été beaucoup réduites, donc certains se disent, on a bougé moins, on est sorti moins, on a consommé moins, donc la décroissance est quand même la solution, c'est la preuve par l'absurde. Alors du coup, beaucoup se sont aussi... il y a beaucoup d'engouement pour le local. Et donc, c'est une expérience que vous êtes en train de mener avec une alliance originale avec Xavier Niel, l'agriculture qui s'allie à la technologie. Quel est votre projet? Et est-ce que, après, vous nous direz si le local est une solution pour les gaz à effet de serre? Et dans quelle mesure? Bon, on voit la complexité du monde. C'est pas si simple. S'il y avait une solution facile, il n'y aurait pas de débat, donc on s'ennuierait. Donc on a des vraies questions devant nous. C'est un vrai défi collectif qu'il faut relever. Et j'entends les positions, bien sûr. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même nourrir une population de 10 milliards d'habitants sur la planète. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, je vais répondre au local, mais d'abord, il faut penser aussi global. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et les tensions qu'il y a sur les céréales et sur le prix aujourd'hui avec du blé qui va être à 440 € la tonne aujourd'hui, peut-être 600, et avec, j'étais en Éthiopie il y a 10 jours, avec des vrais sujets sur le cours de l'alimentation pour notamment les pays africains qui ne peuvent pas produire pour le moment, même si on les aide à produire localement. On développe des filières avec eux là-bas, sur l'orge brassicole et sur le blé, sur les hauts plateaux. Mais quelque part, ils sont obligés d'importer. Et là, maintenant, ils vont avoir des prix à 440 €, 500 €. Je vous rappelle que les printemps arabes, en 2010 ou 2011, sont partis de la Tunisie parce qu'il y avait effectivement le prix des céréales qui avait flambé. Et à l'époque, c'était que 250 € la tonne. Donc, prenez conscience que devant nous, on a un mur. Il y a un vrai mur. Et donc, ça change la donne. Ça change les débats. Il faut changer les questions que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est les débats. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'on en parle. C'est pas nouveau, tout ça. Nombre de tables rondes ont alimenté ce débat. Le local, le global. Oui, alors répondez sur le local. Et sur le local, donc nous, on fait le maximum pour soutenir les producteurs qui sont membres de nos coopératives. On en a 300 000 indirectement. Donc, quelque part, quand ils font des produits locaux, on est en train de développer un réseau de distribution pour les aider à vendre leurs produits. Donc, vous savez, on a les jardineries Gambert, Jardiland et autres. On est en train de développer des magasins alimentaires de proximité pour leur donner, pour contourner la grande distribution, quelque part, pour avoir une négociation durable à un prix, on va dire, rémunérateur. Et donc ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, dans nos jardineries ou dans l'écosystème, on a à peu près aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires sont des produits locaux. Et bio, mais bio local, pas bio importé. Oui, parce que là aussi, c'est une grande question. Donc, bio local, bio durable le fameux avocat bio importé de l'autre bout de la planète. Alors, après déforestation. Je ne sais pas si c'est du bien pour la planète. Bon, voilà, donc à un moment, il faut trouver la bonne équation. Donc, local, bio, oui. Local, importé, bio, par exemple, non. Donc, l'idée, c'est de développer une plateforme d'achat autour de tous ces produits locaux. Et on s'est mobilisé, donc on a levé... Parce que tout ça, il faut un peu d'argent. Donc, on a levé 300 millions d'euros, plus la dette 600 millions d'euros pour développer ces magasins. Donc, et on le fait grâce à une aide, on va dire, financière verte, quelque part, parce que la finance est importante derrière tout ça. On ne fera rien si on ne sait pas flécher l'argent pour financer le changement.
Et donc, on est en train de faire ça, de discuter avec des investisseurs qui pensent long terme et qui ont envie de nous accompagner pour répondre à ces attentes. Mais ça va représenter quoi? 10% de l'alimentation française. Il reste 90%. 90%, ben voilà, il y a tout un travail d'agriculture conventionnelle qu'il faut revisiter. On veut bien le faire. On veut bien arrêter la chimie, on veut bien arrêter les engrais, mais il faut aussi trouver l'équation. Juste une question qui nous vient des internautes. Est-ce que si on modifie notre agriculture, on pourra se passer à terme de l'importation de soja et d'autres protéines végétales venues de l'autre bout du monde, l'Amérique du Sud, très bonne question, parce que c'est vraiment l'enjeu du plan protéines européen qui a été lancé par le ministre de l'Agriculture, relocaliser le soja. Je sais que dans la région, les coopératives que vous connaissez, Euralis, Maïsadour, tous ces gens-là, sont en train de replanter du soja dans la région. Ça, c'est vraiment un événement important pour nourrir effectivement leurs animaux et pour produire la viande quelque part, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est un enjeu important. Mais attention. Est-ce que je peux dire c'est que ça implique de passer d'une logique de rentabilité, de rendement, pardonnez-moi, quantitatif, à une logique de rentabilité. Quand vous nourrissez vos vaches avec vos propres cultures, qui sont beaucoup plus vertueuses pour l'environnement, peut-être qu'elles vont produire moins de lait à l'année. Une même vache produit moins de lait à l'année. Mais en revanche, comme ça vous a coûté moins cher de le produire, vous êtes en couverture permanente des sols, vous avez dépensé moins de gazole, son prix est meilleur. Enfin, son rendement est meilleur. L'exploitation n'est pas le seul ingrédient. Et en plus, le soja, en général, dans le monde, est OGM. Donc, il faut, si on veut du soja dans le monde, c'est très cher s'il n'est pas OGM. Donc, on a intérêt à le relocaliser très vite. Ouais. Et maintenant, le changement climatique favorise aussi ça. C'est-à-dire que les productions évoluent. Alors, on ne produira plus la même chose en France dans 50 ans qu'aujourd'hui. On était content de voir qu'il y avait des initiatives pour favoriser le local et la distribution des produits locaux. Moi, je voulais vous demander quelle est la part Est-ce que le local, c'est une solution? Ça ne représente pas grand-chose, mais est-ce que quand même en termes d'impact climatique, ça a un impact? Alors, je voudrais juste d'abord revenir sur ce qui a été dit avant, sur le local, la discussion qu'il y a eu avant. Produire des protéines végétales, ça demanderait moins d'utilisation de terre et moins d'importation de soja. Donc il faut aussi réfléchir, quand on réfléchit à ces sujets-là, à l'allocation des terres et l'implication en termes de potentiel de protéines pour les consommateurs et les prix qui sont bien entendu associés et la qualité de ces produits-là. Pour revenir sur le local, donc, je vous ai dit tout à l'heure, la moitié des émissions, plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage. Et l'autre grosse partie sont liées à l'utilisation des engrais azotés. Effectivement, alors produire local, ça veut dire quoi? Si c'est simplement, donc, si on utilise le local comme la distance mais par avec rapport de la chimie et avec de la chimie par exemple, bon, on agit bien sûr sur la qualité, mais ce qu'on agit d'un point de vue environnemental, on va agir sur la partie transport qui représente une petite fraction, même si ça vaut peut-être le coup d'agir sur cette proportion, mais pas sur le gros des émissions de gaz à effet de serre. J'ai une question. L'autre élément de réponse, parce que je suis quand même économiste, je voudrais aussi dire que ça dépend également des préférences des consommateurs pour ces produits-là. On a évoqué les prix. Les prix sont très importants et il est également important... Vous dites que parmi les motivations d'achat, il y a le prix, la santé, l'environnement. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte quand on discute de ce type-là de solutions. Cécile Belliot, j'ai une question pour vous qui est intéressante parce que ça dit la complexité de changement climatique. Quand on a fait la préparation, vous me disiez que vous étiez assez finalement écolo puisque vous travaillez sur des parts de nourriture. C'est des petites parts individuelles. Donc, il n'y a pas de gâchis. On ne jette pas le reste du fromage ou le reste de l'assiette. On le conserve. Et j'ai une question d'un internaute qui me dit oui, mais il y a l'emballage. Alors, ça a aussi un impact climatique. Est-ce que vous avez fait des calculs sur cet impact? Et est-ce que, finalement, c'est plus bénéfique d'avoir des portions emballées que d'avoir du vrac? Alors, d'abord, plusieurs éléments de réponse. Oui, évidemment qu'on y travaille. Et évidemment qu'on travaille aujourd'hui et qu'on a des propositions en vrac. Donc aujourd'hui, vous allez dans les magasins Day by Day, par exemple, qui sont des magasins de vrac à Paris, et vous pouvez trouver du Babybel en vrac, c'est-à-dire que je l'achète comme les fruits et légumes et je le pèse et je sors. Donc on a fait un test avec Intermarché là-dessus. Donc
on travaille sur le PAC. Notre vision du PAC, c'est même, pour être tout à fait transparente, un PAC qui disparaît. Aujourd'hui, j'ai 80% de mes PAC qui sont en papier, donc d'origine voilà. Ils vont être horizon 2025, tous évidemment recyclables ou biodégradables. Et j'insiste sur le biodégradable parce qu'à un moment, je me dis, j'opère pas que dans des pays où il y a des vraies bonnes filières de recyclage. J'opère aussi dans des pays où malheureusement il n'y en a pas. Et quand je vous parle de PAC qui disparaît, le cellophane de Babybel, c'est pas du plastique, ça s'appelle du Natureflex. Vous le prenez, vous le mettez dans votre compost à la maison. 48 heures après, il a disparu. Donc la vision que j'ai moi sur le PAC, c'est il faut aller vers des matières végétales, sourcées localement, et qui à terme disparaissent. Et on met beaucoup de R&D d'ailleurs derrière ça pour y arriver. Après, encore une fois, si on se remet par rapport à l'enjeu et l'enjeu du CO2, par exemple, 70% de l'impact, c'est l'amont laitier, c'est l'agriculture. Donc il faut absolument faire bouger les pratiques agricoles. On en a parlé, on sait exactement que le pâturage tournant et l'autonomie protéinique, c'est-à-dire des agriculteurs, nous, 100% de notre lait en France, 100%, il est nourriture non OGM et il est lait de pâturage. Et on l'a fait il y a 5 ans. Et on l'a fait il y a 5 ans pour que justement on n'aille pas chercher des tourteaux de soja à l'autre bout de la planète qui créent de la déforestation. C'est pas du tout la fin, c'est-à-dire qu'on est encore en train de développer des méthodes d'agroécologie pour faire revenir la diversité, pour replanter des haies autour de ces petites exploitations. Donc il y a encore plein de choses. Et on sait que voilà, le chemin sera long pour arriver sur 100% de nos fermes, sur une agriculture régénérative. Mais quand je dis long, on a moins de 10 ans. Donc en fait, c'est quand même là, tout de suite, maintenant, qu'il faut se mettre en mouvement. Mais vous voyez, le PAC, on y travaille, c'est impossible de ne pas y travailler. Je reviens sur la portion et le juste dernier point, le gaspillage. Le gaspillage alimentaire. Ce que l'on jette aujourd'hui, ce que vous jetez, vous et moi, à la maison, c'est 30% de l'alimentation aujourd'hui qui est jetée. Et donc c'est pour ça que quand on parle de portion, je dis, elle a pas mal d'avantages, la portion. Voilà, donc en tout cas, elle permet d'avoir la juste dose, de ne pas gâcher. Et si en plus on a un packaging durable, eh ben on aura tout gagné. Ok, merci, c'est une bonne réponse complète. Le temps avance très vite, donc je vais vous demander à chacun de conclure à la fois sur qu'est-ce qui est bon à mettre dans son assiette, à la fois pour la santé, est-ce que c'est compatible avec le bien commun de la planète, et la santé fait partie du bien commun, donc c'est très compliqué. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? On parlait avec Cécile elle voudrait qu'on sensibilise les gens un peu plus aux différentes problématiques. Donc, est-ce qu'il faut des subventions, des aides, des spots à la télévision ? Voilà, comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ou alors interdire, obliger dans les cantines avoir des repas végétariens 2-3 fois par semaine ou dans les EHPAD ? Voilà, je vais commencer par Antoine Boulet, qui est le plus disruptant dans cette conversation. Et comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? La première chose... Assez court, parce que vous voyez, on est presque... Très court. Deux constats importants. Un, il n'y a pas d'alimentation humaine naturelle sans apport en protéines animales. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas moins. Ça veut dire qu'il en faudra toujours un petit peu. Un. Deux, il n'y a pas d'agriculture bio sans élevage. Ça ne veut pas dire qu'il en faut des tonnes, mais il faut des déchets, des excréments d'animaux. Ça, c'est les constats qu'il faut avoir juste en tête. C'est pas que l'animal, c'est pas que le méchant. Les recommandations politiques publiques, il faut de la com, il faut soutenir la demande. Il faut que le bio soit une grande cause nationale parce que ce rapport au prix est aussi un rapport. Il y a des grandes campagnes de santé publique sur le tabac, sur la sécurité routière, sur que sais-je. On peut avoir des campagnes de communication publique pour soutenir la demande. On peut avoir 20% des menus à l'Élysée, au Sénat et ailleurs qui soient en bio. Le bio, il faut que ça soit in, parce que c'est quand même une solution pour la santé. 2, il faut travailler le 4 pour 1000. 3, il faut malgré tout au niveau juridique, les agriculteurs sont soumis à une pression terrible et je crois que reconnaître dans le code rural que l'agriculture et l'élevage sont des contributeurs à l'intérêt général, c'est très important. Il y a une proposition de loi qui est en cours actuellement là-dessus, en lien avec les SAFER, c'est un peu technique, pardon, mais l'agriculture, là, il y a en Égypte, la famine est pire qu'en 2011. Hein. Donc la contribution de l'agriculture à l'intérêt général, le juge a besoin pour décider en équilibre entre la charte de l'environnement, les principes de biodiversité, le principe de précaution, mais de pouvoir s'appuyer sur une base juridique positive dans le code rural qui dise l'agriculture et l'élevage contribuent à l'intérêt général. Voilà les recommandations aux politiques publiques. Merci.
Et vous, qu'est-ce que Alors, vous attendez l'agriculture- D'abord, comment vous voyez la consommation, comment on va manger demain? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous voyez arriver? Et puis, ce que vous attendez des politiques publiques? Le thème, c'est le bien commun. Moi, j'aurais vraiment passé un message en disant que la ferme France fait partie du patrimoine français et la ferme Europe aussi, et il faut la préserver, il faut la protéger. Et c'est très important aujourd'hui pour nourrir déjà sa population et aussi nos amis africains, notamment à côté, qui sont dépendants de notre production agricole. À partir de là, on doit s'engager dans une transition. Donc c'est nécessaire. L'agriculture régénératrice, c'est la solution. J'entends, il faut arriver à labelliser le durable et il faut aider au financement de cette transition. Alors comment ça se passe, le financement? Mais moi j'ai les chiffres, hein, c'est simple. Pour engager un agriculteur, je parle des grandes cultures, dans une conversion, on va dire, agriculture régénératrice, il faut garantir 150 € l'hectare pour financer la transition sur 5 ans, par an. Pourquoi? Parce que finalement, il prend un risque en disant plutôt que faire des cultures de céréales, je passe par des légumineuses, je passe par d'autres productions moins rentables. Donc le filet de sécurité, c'est 150 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le garantir que s'il est dans le changement, pour l'impliquer, pour changer d'échelle, il faut que les politiques publiques financent la transition durable comme ils ont financé la transition bio. Voilà, c'est assez simple. Et donc 150 €. On va dire, allez, 50 € pour nos amis de Bell qui sont prêts à payer la transition en tant que clients de l'agriculture, parce que j'entends bien le message que c'est l'agriculture qui doit régler, mais aussi il y a une question de rémunération de l'agriculteur. Donc, s'ils mettent 50 € sur la table, merci. 50 €, on va s'en occuper avec des crédits carbone, parce que du coup, avec la qualité des sols, l'agriculteur pourra vendre des crédits carbone. Et 50 €, on va dire, par la politique publique de la nouvelle PAC qu'il faut rénover. Voilà, on fait ça sur 10 ans et on change la ferme France. Merci. Je ne sais pas si on a perdu Cécile Bell. Cécile Bell. Non, Cécile Belliot. Ça commence pareil. Cécile Belliot est là. Votre conclusion, Oui. je donnerai la conclusion à notre éminente chercheuse sur Donc moi, ce que vous attendez des politiques publiques et... Ouais. Ouais, ce que j'attends des politiques publiques. Donc moi, je crois qu'on a un tout petit peu touché du doigt. Je vais revenir très vite là-dessus. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on parle du prix. Il faut parler de la valeur. Derrière l'alimentation, il y a la santé des hommes, il y a la santé de la planète, il y a la santé et le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent, et il y a le bien-être animal. À force de nourrir le discours en permanence sur le prix, on oublie ce qu'il y a derrière l'alimentation. Donc, pour que les gens soient en capacité de faire des vrais choix, il faut qu'il y ait une éducation sur ça. L'école peut jouer son rôle, les cantines jouent leur rôle, les EHPAD jouent leur rôle. Il faut rééquilibrer cette alimentation et il faut de la transparence. Donc moi, j'appelle à ce qu'il y ait de plus en plus des mesures qui permettent à chacun devant son linéaire de savoir quand il y a du lait durable, de savoir quand il y a une nouvelle protéine d'origine végétale et que ça lui permet d'équilibrer, de savoir comment il se nourrit, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en précarité alimentaire, qui doivent être aidés par le gouvernement. Et là, c'est le rôle social pour que tout le monde accède à une alimentation saine. Et il y a tous ceux et celles, vous savez quoi, qui sont comme vous, comme moi, qui vont payer plus cher et qui doivent payer plus cher parce qu'à un moment, une alimentation durable et saine, elle coûte plus cher. Et vous savez quoi? C'est OK, parce que quand on voit tout ce qu'il y a derrière, c'est OK de mettre les quelques euros et encore une fois de protéger ceux et celles qui ne peuvent pas. Bref, que le prix ne soit pas que l'alimentation ne soit pas la variable d'ajustement du portefeuille des consommateurs. Donc c'est vous qui allez conclure un peu sur comment on va manger dans les années à venir. Quel est le repas idéal? Est-ce qu'il faut de plus en plus imposer des repas végétariens partout dans les EHPAD, au Sénat, etc. C'est ce que réclament un peu les internautes. Et comment doivent agir les pouvoirs publics pour disons, accompagner ces transformations? Il me faudrait 1 heure pour répondre à tout ça. Allez, je vous laisse 5 minutes. Ce que je voulais peut-être quand même dire, c'est qu'en tant qu'économiste, les prix, c'est quand même un élément important. Et quand on parle de changement climatique et du coût du changement climatique, l'alimentation doit également refléter le coût de ce changement. Et donc ces prix-là, c'est important de les prendre en compte. Donc moi, en tant qu'économiste, j'ai regardé quelle serait une politique fiscale qui serait de taxer à hauteur des émissions de carbone. Ça peut être un outil. On a vu cependant que cet outil il était limité. Il permet de réduire un petit peu, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, mais pas de façon très très forte. Ce qui veut dire que
une panoplie d'instruments de politique publique est importante si on veut vraiment aller dans 10 ans, changer, avoir vraiment cette transition alimentaire. Donc, quel type d'instruments on a d'autres? Donc, on a les instruments informationnels, les labels, etc. Je prends l'exemple de tout ce qui est nutrition et santé, sur lequel on a déjà beaucoup agi. On a eu le Nutri-Score, on a eu des taxes sur les boissons sucrées, on a eu une panoplie d'instruments qui, je ne travaille pas directement dessus, mais les économistes ont montré que ça avait un effet, que ça orientait les décisions. Donc, il est important aussi de regarder comment on pourrait agir avec ce type-là d'outils sur la problématique environnementale, même si elle est très complexe. Et donc l'autre chose, donc, si vous m'interrogez là-dessus, lundi vert, cantine où on impose un repas végétarien, ça, j'appelle ça donc des instruments d'éducation. On peut avoir des instruments à court terme comme la taxe, des labels qui nous permettent d'avoir un amorçage, j'allais dire, de cette transition alimentaire. Mais ce type de message éducatif, qu'il soit en cantine, qu'il soit dans la restauration de manière générale ou à l'école, via des cours, sont des instruments à plus long terme qui permettra de changer aussi les éléments. Il nous manque des outils pour évaluer le potentiel de ces instruments-là, mais on sait dès à présent qu'il faudra une complémentarité de tous ces outils pour obtenir cette transition qui, encore une fois, est importante d'un point de vue environnemental et santé. Et pour ça, il faut bien comprendre les comportements de consommation et notre rôle aussi en tant qu'économiste de comprendre quelle est la contribution des prix, de la qualité et des différentes caractéristiques des produits. Merci. Merci à tous. Eh bien, j'espère que vous allez manger sain et équilibré. Merci à tous.